Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Tristan Pavlak. Salut Aurélien. C'est cool de revenir. Ça va, c'est gentil de me revoir une deuxième fois. C'est un grand plaisir. La première, c'était super. Si vous n'avez pas vu ça, c'était sur l'entraînement au seuil. N'hésitez pas à aller voir ce premier épisode. D'autant que ça vous aidera à comprendre ce dont on va discuter avec Tristan, qui, je vous le rappelle, est entraîneur de triathlon, mais anime aussi une chaîne YouTube de vulgarisation sur le sujet qui est particulièrement accessible, particulièrement riche. N'hésitez pas à aller le voir. Tu vas nous rappeler le nom de la chaîne ? Iron Human. J'ai toujours peur de l'écorcher, voilà, autant que ce soit le fondateur qui le dise. En tout cas, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est complètement corrélé à ce qu'on disait dans ce premier épisode. On va parler d'intensité et de capacité en endurance. Ouais. Donc, sous-entendu, évidemment, les deux bras de l'aérobie, hein, la puissance et la capacité. Mais pas que, puisque du coup, on sait que l'intensité en aérobie, c'est quelque chose d'assez vaste, d'assez multiforme, finalement. Et qu'en prépa physique, on a tendance à être un peu binaire, quoi. C'est intense ou c'est long, quoi. Mais en vrai, ça peut être long et intense, hein. C'est ça. Le problème. Ok. Quelle est ta perception, toi, de la gestion de l'entraînement ? C'est déjà ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en endurance, ça va être intéressant de confronter ce que nous, on vit à l'entraînement par rapport à aussi ce que les sports de force, eux, vivent de leur côté. C'est-à-dire que c'est vrai que sport de force et préparation physique en général, en préparation physique, on est aussi amené à justement puissance, capacité, aérobie, anaérobie, etc. Peut-être des méthodes d'entraînement qui sont un peu plus loin de ce que font les gens au quotidien, qui sont peut-être plus orientés vers la force. Donc en tant que sportif d'endurance et entraîneur d'endurance, c'est vrai que la perception change dès qu'on fait la bascule dans ce monde-là. Et on se rend compte que tout ce qui est ce que tu appelais puissance aérobie, et puis par extension tous les travails d'intensité, en réalité sont quand même très intenses par rapport à ce qu'on pourrait penser. Et pour développer un athlète d'endurance, en fait au final, il faut quand même s'entraîner très intensément, on va dire ça comme ça. Ça, c'est un premier point. Excuse-moi de te couper dans ta lancée, mais j'avais déjà un peu insisté dessus dans le premier épisode. C'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se racontent qu'ils vont faire de l'intensité ou ils imaginent qu'ils vont faire un truc, entre guillemets, difficile. Déjà, ils mélangent intensité et difficulté, c'est pas pareil. Et ensuite, c'est la raison pour laquelle je dis de manière un peu provocatrice des fois, je peux être un peu provoque, parfois qu'un coach qui ne s'entraîne pas est un imposteur. C'est parce que tant que tu n'as pas vécu là, ce dont on parlait, l'entraînement polarisé, l'entraînement au seuil, l'entraînement à X% de VM, on ne sait pas de quoi on parle en fait. Il faut à un moment donné passer par là, même si ce pourcentage équivaut à des vitesses et des intensités modestes. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut être international de triathlon. Mais à un moment donné, si tu n'as pas eu les dents du fond qui baignent, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je suis assez d'accord et je partage totalement ton point de vue, dans le sens où des fois tu vois des séances faites, enfin du moins demandées à être effectuées. Alors je me demande toujours dans certains cas si la personne l'a déjà vécu pour oser demander ce genre de séance. Mais ça c'est une Oui, dans réalité. un sens ou dans l'autre. C'est vrai que moi, mon réflexe, c'était de parler de sous-intensité. J'en vois tout le temps à l'INSEP, dans mon sport de prédilection qu'est le judo. Dans un de mes sports de prédilection qu'est le judo, je trouve que certaines intensités de prépa physique sont tellement loin de ce que sont capables vraiment de donner les athlètes que je me dis putain, c'est pas possible. Et pour moi, c'est un manque de repères. Mais à l'inverse, on voit dans d'autres disciplines des fois des trucs qui sont demandés qui sont juste impossibles à accomplir ou tellement difficiles que le lendemain, on ne peut pas recommencer. Et là encore, c'est le manque de repères. Excuse-moi de t'avoir coupé. Non, pas du tout. Et ça va ramener justement le point central de ce dont on va parler aujourd'hui, qui est la polarisation de l'entraînement, et qui n'est pas la seule méthode d'entraînement. Alors certes, c'est celle que personnellement je promeus le plus et celle que je trouve le plus intéressant et pertinent. Mais évidemment, on peut s'entraîner de manière dépolarisée, ça dépend des entraîneurs. Dans tous les cas, je trouve qu'on n'a pas conscience à quel point on peut s'entraîner de manière intense dans le sport d'endurance,
si on ne s'est jamais vraiment entraîné à très basse intensité aussi. Donc on n'a pas vraiment connaissance de ce qu'on peut donner en termes de puissance aérobie si on n'a jamais vraiment travaillé à très basse intensité aussi. Donc c'est ce qu'on dit souvent en sport d'endurance, à force de s'entraîner moyennement tout le temps intense, en fait on n'a plus vraiment de repères, quoi. Est-ce qu'on est vraiment intense, est-ce qu'on l'est, est-ce qu'on n'est pas, on en a l'impression. Après, est-ce que c'est la réalité? Ça, c'est une autre Je prends question. toujours l'exemple, pour illustrer ça, de la note au collège, au lycée. On note encore aujourd'hui beaucoup de 0 à 20. Et en fait, quand on regarde les notes, elles sont tout le temps ramassées entre 8 et 14. C'est-à-dire que voilà, on ne met jamais moins de 8 parce que quand même ce serait un peu humiliant pour l'élève. Voilà. Et on ne met jamais de 14 parce que quand même, s'il y a Einstein qui vient répondre aussi aux questions sur les maths, lui il aura 20. Et du coup, tu dis, attends, il y a un barème, il y a un référentiel, il va de 0 à 20. Si on veut vraiment maîtriser tout le panel, il faut noter de 0 à 20. Voilà. Et pour moi, l'endurance, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que pourquoi on resterait tous dans une moyenne entre 8 et 14? Je suis totalement d'accord. Et puis, alors, si on parle de notes, c'est juste une toute petite anecdote, ça me fait marrer parce que je me suis rendu compte sur mon master que 12, tu as eu 14. que 12 ou 14, c'était pas, enfin surtout 12, c'était pas une si bonne note que ça parce que ça voulait dire que tu avais tort à peu près la moitié des réponses. Donc, Finalement. en fait, Oui, bien sûr. à la En moitié, théorie. tu es censé être professionnel, si tu as tort une fois sur deux, c'est pas ouf, quoi. C'est pas rassurant. C'est pas ça pour Alors, les prochains heureusement, ressortis. c'est juste que tu es probablement sur un de ces profs qui On va dire ça. met un 12 comme il devrait mettre un 18 finalement. On espère, c'est ce que je me dis tous les jours. Mais en tout cas, ouais, si on revient sur la capacité et la puissance, alors c'est surtout l'aspect de puissance, c'est que aujourd'hui, on le sait quand même assez bien au niveau physiologique. C'est moins cloisonné que ce qu'on aurait aimé penser il y a fut un temps, et tout du moins de la manière dont moi je l'ai apprise, donc que j'imagine que toi aussi l'as apprise puisque tu étais là quand même quelques années avant moi. Si c'est pour être désagréable, tu viendras plus dans le podcast. Je dis quelques années, pas quelques dizaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par exemple, quand on parle de puissance aérobie, on parle du coup de PMA, de VMA, donc il y a une intensité qu'on peut tenir au maximum. C'est ce qu'on dira. C'est tellement vaste, mais allez, on va prendre une fourchette. 4-6 minutes pour le commun des mortels et peut-être un peu plus pour 7 les minutes hauts pour les niveaux. extraterrestres. Voilà, c'est ça. Donc, il faut bien se rendre compte qu'une intensité qu'on peut tenir à fond sur 5 minutes, c'est une intensité qui est super élevée, qui nous amène à fréquence maximale, etc. et qui ne fait pas intervenir, que le système aérobie dans lequel on l'entendait il y a quelques années, en tout cas. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui est consommation de glucides, tout ce qui est utilisation de la phosphocréatine, des choses comme ça, sont directement corrélés à la performance à ce niveau-là. Donc ce n'est pas qu'une question de consommation d'oxygène, c'est quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et donc quand on travaille la puissance aérobie telle que on veut l'amener aujourd'hui, en réalité, ce n'est pas qu'une question d'oxygène, quoi. Donc il faut aller chercher des intensités ultra élevées pour aller travailler toutes ces choses-là. Ça induit les notions d'adaptation. Hein. Les adaptations, on a pris un espèce de raccourci. Hein. Il y a effectivement quelques années, quand on a réalisé à quel point le VO2 max était déterminant dans la performance globale, on s'est dit, bon bah voilà, il ne faut plus adresser que le VO2 max. On ne pensait plus qu'à des intensités proches de VO2 max pour progresser en endurance. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai été formé. On m'a dit, voilà, si tu veux à un moment donné avancer, il faut tutoyer VO2 max tout le temps. Or bah, déjà, il y a au-dessus, Ouais. déjà pour commencer, et puis il y a aussi en dessous. Et effectivement, les adaptations ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte que, en fonction de l'intensité qu'on utilise, on va plutôt adresser. Alors, c'est toujours un package quand même, malgré tout. Hein. Bien sûr. Évidemment, si je fais que des sauts de mouton, je vais aussi progresser un petit peu dans tout. Mais si je calibre un peu mon intensité, je vais peut-être progresser plus en adaptation centrale ou plus en adaptation périphérique. Tu en as listé quelques-unes. Effectivement, en fonction de ce que je cherche à faire, je ne vais pas prendre les mêmes chemins. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis
un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Exactement. En plus, ça tombe très bien que l'épisode précédent soit sur le seuil, puisque quand on parle d'entraînement polarisé et qu'on parle d'adaptation à l'entraînement, on se rend compte que les entraînements qui sont intéressants d'un point de vue puissance tel qu'on l'entend, mais en tout cas qui amènent des adaptations sont au-delà du seuil. Donc c'est-à-dire que cette zone-là, le seuil, la VMA, le spring, voilà, toutes ces choses-là en fait là sont intéressants pour venir se développer physiologiquement. Et là il y a des intérêts. Et tu l'as bien dit, c'est-à-dire que pour moi c'est un peu comme des éventails. C'est-à-dire que par exemple il va y avoir l'éventail mécanique. Quand on est sur un travail de sprint, en fait, là on est dans un extrême. Et puis quand on est par exemple sur un travail de seuil, en fait, le curseur va commencer à diminuer un tout petit peu. Donc l'intérêt mécanique du travail au seuil, il y en a quand même un, mais qui est beaucoup moins élevé si notre objectif de séance c'est vraiment ça. Il va falloir aller sur du sprint. Même si on est marathonien, il va falloir sprinter à un moment. Ou moins faire un travail de vitesse et essayer de faire un vrai cycle. Voilà, exactement. Après, à l'inverse, par exemple, pour tout ce qui va être travail physiologique, on va dire, par exemple, quand on parlait de spécificité de l'entraînement, ouais, on se rend compte que justement, faire du sprint, c'est bien, mais quand on veut courir un marathon, au bout d'un moment, il y a d'autres choses dans l'entraînement qui va pouvoir intervenir. Donc peut-être que rediminuer un petit peu la vitesse petit à petit, passer par de la PMA, passer par du seuil, et par extension à l'approche de la compétition, passer sur des allures de course. Là, c'est intéressant parce qu'on fait au niveau physiologique, au niveau métabolique, énergétique. Là, le curseur, il va dans un autre sens. Voilà, si on avait anciennement, on pourrait parler anaérobie, même si on sait que les deux sont directement corrélés. Là, on aurait un curseur qui irait de l'un à l'autre et qui est intéressant de développer en fonction de ce qu'on veut faire. Mais l'interconnexion étant là, il faut aussi tout travailler. Bien sûr. D'ailleurs, il y a un repère assez simple. Si vous êtes dans un entraînement routinier, assez constant dans l'application des charges, que ce soit de l'intensité moyenne constante, de la faible intensité, ce qui est très classique, mais de plus en plus classique avec l'émergence du HIIT, de personnes qui travaillent que sur du fractionné, court ou moyen court, c'est si vous ne progressez plus, quoi. Si à un moment donné ça stagne, c'est qu'il est urgent de changer. Effectivement, si on fait que du HIIT tout le temps, il est probable que des adaptations centrales, comme le volume plasmatique, le volume d'éjection systolique, la force de contraction du myocarde, des adaptations qui sont quand même plus impactées par un entraînement à intensité plus modeste, sont moins sollicitées ou plus sollicitées. Et donc, si on veut les adresser et repasser un cap, il va falloir courir moins vite, plus longtemps, réguler un petit peu changer son éventail, pour reprendre ton image. C'est ça. En fait, ce qui est intéressant, et là tu le touches vraiment du doigt, c'est qu'il y a des adaptations qui ne sont impliquées que par le volume, enfin principalement par le volume, jamais être absolu, et il y en a d'autres qui ne peuvent être réellement développées qu'en y mettant de l'intensité. Donc en fait, si on ne fait ni l'un ni l'autre, ou tout du moins si on ne fait qu'une seule partie, si on ne fait que l'intense et pas la basse intensité, on se rend compte qu'il y a des adaptations qu'on n'a pas et des adaptations fondamentales pour la performance. Donc par exemple, si on prend les coureurs, si on prend les triathlètes, alors les triathlètes encore plus, c'est-à-dire qu'en termes de volume d'entraînement, on est chez le haut niveau au-dessus d'une trentaine d'heures sur les grosses parties de l'entraînement. En fait, ce volume-là est indispensable pour la performance. Ça ne les empêche pas de travailler à très haute intensité. Par contre, s'ils faisaient que la haute intensité, ils n'auraient pas toutes les adaptations que tu as parlé, plasmatiques, cardiaques, vasculaires, qui leur permettraient d'assimiler aussi leur séance. On pourrait aussi voir ça comme ça. Alors moi, j'aime bien en tout cas le vulgariser de cette manière-là. L'intensité, pour qu'elle soit vraiment digérée par le corps, il faut qu'elle soit diluée. Il faut qu'elle soit diluée et si elle ne l'est pas, oui, au final, on n'a pas de quoi tirer 100% de son entraînement.
Je dis ça parce que des gens qui s'entraînent modérément intense, on en a beaucoup. Et le problème de s'entraîner modérément intense, c'est qu'on a l'impression de s'entraîner intensément tout le temps. Et au final, est-ce qu'on assimile vraiment tous les entraînements qu'on fait? Ou est-ce qu'on pourrait faire moins souvent intense, mais beaucoup plus intense, et plus diluer ça dans sa semaine, et à ce moment-là, essayer d'en retirer plus de bénéfices, en tout cas. C'est le grand argument en faveur de la polarisation, justement. Alors, bon, vous avez compris qu'on était tous les deux pro-polarisation, donc on n'est pas forcément très objectifs. Néanmoins, quand bien même on serait dépolarisé, ces arguments physiologiques qui, eux, sont indiscutables. Par contre, là, on a les infos, là, c'est vraiment, c'est vraiment publié, c'est établi. Justifie à ce que, à plusieurs reprises dans la planification de l'entraînement, on s'écarte de cette zone médiane d'entraînement où on fait un peu de tout, parfois beaucoup de rien, mais en tout cas un peu de tout. Et du coup, il va falloir vraiment intensifier ou justement rendre plus foncier l'entraînement pour choisir. Mais en tous les cas, effectivement, le problème de l'entraînement aujourd'hui, et je vais prendre l'exemple du haut niveau, c'est qu'il est, même quand on dit qu'on polarise, on ne polarise pas. Okay. C'est-à-dire que même quand on dit la vie de ma mère, je fais de l'intensité, au final, l'athlète va en garder un peu sous le pied, à plus forte raison les habiletés très ouvertes, où on mesure beaucoup moins, où on a beaucoup moins de repères, parce qu'ils ne savent pas de quoi demain sera fait. Ils ne savent pas de quoi demain sera fait, parce que souvent leur entraîneur lui-même ne sait pas de quoi demain sera fait. Et du coup, on se retrouve dans un espèce de jeu comme ça, où on dit « Allez, vas-y, tu mets tout ce que tu as. Hein. » Sauf que quand on met 95% de ce qu'on a sur des athlètes déjà de bon niveau, et qu'on ne mesure rien, on ne fait pas la différence entre 95 et 100%. En tout cas, peut-être l'athlète le sait, peut-être, mais le coach, lui, ne peut pas voir. Sur des sports où on mesure tout comme l'athlète ou l'haltéro, c'est différent. Mais sur des habiletés ouvertes, c'est compliqué. Et à l'inverse, quand on lui dit ce coup-ci, c'est 50%, hein, promis. Il dit oui, et puis il commence à courir à 50%, et puis qu'est-ce qui se passe? Il se fait chier, il a l'impression de ne pas bosser, il a l'impression de pas... Et là, il ne veut pas rentrer chez lui avec le sentiment du devoir inaccompli. Donc, il va plutôt être à 60, 75. Et ça y est, on dépolarise. Donc, c'est vraiment important de cadrer le truc. Et comme tu le disais, je pense qu'il vaut mieux s'entraîner. Moins à haute intensité, mais quand on y va pour tuer. Alors, ce qui est bien, c'est que dans les sports que j'appelle physiologiques, donc par extension les sports avec charge, où tout est très mesuré, on a la charge, on a le tempo, on a le nombre de séries, etc. En fait, au final, sur un vélo, c'est la même chose. On a les temps de maintien, on a les watts directement, on a la cadence de pédalage, voilà, on a tout ça. C'est difficile de tricher dans ces conditions-là. Et si le test initial est bon. Si le test initial est bon, voilà. Ce qui est le cas des spécialistes quand même en général, ils ne se cachent pas sur ces trucs-là. C'est ça. Et puis, en faisant progresser les séances, on se rend très vite compte que les séances et le niveau... Excuse-moi de te couper encore une seconde, ça me fait juste réagir sur quelque chose qui est assez régulier, c'est-à-dire que ces sports-là influencent les sports plus complexes, complexes en termes de monitoring de charge, hein, bien entendu. Et donc, du coup, on a ce fantasme dans le MMA ou dans, je sais pas, ou dans les sports co, on a ce fantasme de la précision qu'ont les sports individuels profondément métaboliques. Seulement, les sportifs, eux, n'ont pas cette culture. Donc, du coup, le test initial est faux souvent. Le test initial est souvent sous-évalué et du coup, toute la cascade derrière d'entraînement est sous-entraînée parce qu'on n'a pas les bons indicateurs au départ. C'était juste une petite parenthèse, excuse-moi. Du coup, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de voir comment faire progresser les séances pour que si le test initial n'est pas forcément très juste, réussir à avoir une incrémentation. C'est ça, exactement. Voilà. Là, il y a un enjeu, je pense, là-dessus. Puis une fois qu'on maîtrise assez bien ces séances, de se dire, tu vois, tu m'as fait tel test, 2 semaines après, tu me sors une séance à temps. Si le test était à 100%, tu n'aurais pas été capable de progresser autant en 2 semaines. C'est ça. Donc tu es un menteur. Tu es un menteur. Ça devrait être, c'est une possibilité. En tout cas, en sport, pour revenir sur les sports type peut-être CrossFit, etc., c'est vrai que je pense qu'il y a un intérêt particulier. Alors, j'ai qu'un avis extérieur, mais je pense que beaucoup de sports de force, en fait, au final, la performance se joue dans cette polarité-là. Par exemple, là, j'entendais... je regardais un petit peu les entraînements des benchers, les meilleurs mondiaux. Et en fait, on se rend compte que sur leur mouvement favori, donc le développé couché, ils en font pas tant que ça en fait au final. Et leurs vraies séances où ils y vont dessus, ils sont vraiment à 100%. Et le reste, c'est de l'assistanat, le travail technique, du travail de renforcement des muscles auxiliaires, voilà, ces choses-là, qui, en fait, dans ce sport de force-là, fait une base de fond qu'on pourrait justement dans le milieu de l'endurance
Voilà, je vais pas rentrer dans des milieux qui ne sont pas de ma spécialité, mais en tout cas, il y a un parallèle peut-être à faire là-dedans. Peut-être une Voilà. inspiration. Et pour reprendre, peut-être que ça va dédramatiser chez certains qui voudraient améliorer leur endurance. Je pense qu'on parle beaucoup du haut niveau, mais chez les amateurs, on a tous été amateurs à un moment, débutants tout du moins. La réflexion que je reçois le plus chez les gens qui débutent, c'est ça doit être mal calibré, l'endurance fondamentale, j'ai l'impression de rien faire. C'est vraiment le truc qui revient le plus souvent. Et quand sur une semaine, au final, sur quelqu'un qui s'entraîne, je sais pas moi, 9 fois dans la semaine, 10 fois dans la semaine, 12 fois, tu lui mets 3 séances intenses dans la semaine, 3,5, et qui dit, bah, c'est pas possible, je vais rien faire. Tu lui dis, bah, fais pendant une semaine, ça va tenir, 2, 3 semaines, et à la fin de la 3e semaine, on voit si tu es toujours aussi réticent à te reposer. Parce que toujours là. Les séances intenses accumulent de la fatigue, et au bout d'un moment, on est quand même relativement content de faire de la basse intensité à ce moment-là. Donc, il y a un temps C'est aussi ça, à faire de la qualité. On a souvent résumé la qualité à l'intensité. La qualité, c'est aussi faire les choses bien dans le temps. Et donc, des fois, il faut effectivement respecter le fait qu'il y a un temps pour accélérer fort et mettre de la grosse intensité, et puis un temps pour travailler un peu en dessous. Effectivement, ton parallèle avec les sports de force est très intéressant. On le voit en force athlétique, on le voit en kettlebell. De plus en plus, on est sur des préconisations de travailler sur des charges inframaximales, maîtrisées, pour faire parfois des maximaux vraiment transcendés. Ouais. Bah, du coup, je m'y connais moins dans ces domaines-là, mais j'imagine que… Le parallèle est finalement assez logique, puisque c'est ce qu'on dit depuis le début de cet épisode, c'est que et sur l'autre épisode, c'est que les qualités neuromusculaires et énergétiques finalement sont très très corrélées, et les dissocier, c'est ce que je trouve intéressant, c'est quand on travaille dans les sports d'endurance, regardez ce qui se fait aussi dans les sports de force. Quand on est dans les sports de force, regardez ce qui se fait dans les sports d'endurance. Et en fait, on se rend compte qu'en alliant aussi le meilleur des deux mondes, on gagne beaucoup de temps. Parce que quand, par exemple, en sport d'endurance, on veut travailler justement cette puissance, cette vitesse, etc., on se rend compte que dans la conception des séances, dans les méthodes de repos, combien de temps, etc., en fait, en sport de force, ils ont déjà répondu à des questions il y a pas mal d'années. Et à l'inverse, par exemple, quand on parle de polarité, quand on parle de ces choses-là, en sport d'endurance, eux aussi, on a peut-être un peu d'avance là-dessus. Donc, allez voir ce qui se fait. Quand je dis gagner du temps, c'est vraiment ça. Parce que des fois, on se pose des questions, on est très capable de trouver la réponse par nous-mêmes. Ça demande juste du temps. Et une carrière de sportif, c'est assez court, en général. Tristan, merci pour ça. Merci pour ce moment d'échange. C'était vraiment passionnant. Moi, je me suis régalé. J'espère que vous aussi. J'espère que tu reviendras. Bah ouais, avec grand plaisir. Tu connais le chemin. Je ne sais pas si ça a répondu 100% à la question, mais en tout cas… Si ce n'est pas le cas, il faut aller voir la chaîne YouTube de Tristan. Il est rempli de réponses où là, il prend le temps. Iron Human. Iron Human. La deuxième fois, la troisième fois. Iron Human. Donc sur YouTube, n'hésitez pas à le suivre. En tout cas, vous avez peut-être écouté ce podcast en streaming sur toutes les plateformes de streaming que vous connaissez, ou peut-être sur YouTube, l'avez-vous regardé. En tout cas, il est en version augmentée sur mon site, et vous savez que des épisodes inédits vous attendent sur le e-campus de Transfert. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Salut Aurélien. Salut tout le monde. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.